Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel a été leur parcours, quelles sont leurs difficultés, quelles réussites ont-ils accomplies, par quel chemin sont-ils passés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maître Vincent Le Faucheur. Vincent Le Faucheur est associé en droit social et détient aujourd'hui son cabinet d'avocat. Il est à la tête d'un cabinet dynamique, innovant, qui a réussi à tirer un maximum de rentabilité en se positionnant sur un axe extrêmement précis. Dans ce podcast, il vous raconte par quoi est-il passé, quelles réflexions il a eues et comment a-t-il réussi à mettre en place sa stratégie. Cet épisode est extrêmement intéressant, avec un avocat enthousiaste, énergique et surtout qui parle vrai. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Vincent Le Faucheur. Bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoute, bonjour Vincent Le Faucheur, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat, situé au 52 rue des Acacias à Paris, dans le 17e arrondissement. Bonjour Vincent Le Faucheur. Bonjour Valentin et je te souhaite la bienvenue. Eh bien écoute, je te remercie. Alors aujourd'hui, on se connaît déjà un petit peu, mais les auditeurs ne te connaissent pas, ou en tout cas pas tous. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi. Donc aujourd'hui, tu es avocat en droit du travail, mais avant que tu commences à me parler de ton cabinet et de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dans le passé, pour me dire qui tu étais avant de devenir avocat. Alors après mon bac, je ne me suis absolument pas dirigé vers le droit. J'ai fait une espèce de cursus extrêmement général qui s'appelait AES, Administration économique et sociale. Et là, je suis tombé amoureux du droit lorsque j'ai participé ou assisté à une formation du professeur Philippe Langlois, qui est devenu un de nos confrères maintenant. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Enfin, en tout cas, la matière me plaît et au terme de cette première année fort sympathique, où on avait des troncs communs avec psycho, socio, histoire, géo à la fac à Nanterre, je te laisse deviner l'ambiance de l'époque. Je me suis dirigé naturellement vers effectivement le droit et surtout la particularité aussi à Nanterre, outre le fait qu'ils étaient particulièrement réputés pour le droit social, c'est que Philippe Langlois lui-même avait créé un magistère droit social. Ça n'existe plus, je crois, le magistère. C'était un cursus assez innovant à l'époque, un cursus un peu élitiste. Évidemment, ça fait grincer beaucoup de dents dans l'anderneau universitaire. C'est qu'en parallèle du cursus classique, licence, maîtrise, master, DEA de l'époque, on suivait un magistère en droit social avec une approche professionnelle extrêmement poussée. C'était assez remarquable. C'est dommage que ce type de formation n'existe plus. Et c'est comme ça que j'ai débuté ensuite ma carrière, je dirais universitaire, et ensuite concours d'avocat et la galère après. Eh ben, c'est super. Alors c'est vrai que les magistères en droit social, moi j'en ai jamais connu. Par contre en droit des affaires, on en voit encore beaucoup, mais c'est vrai qu'en droit social, jamais. Et alors du coup, tu deviens avocat, ok, comment ça se passe? Pourquoi déjà tu choisis d'embrasser la robe? Parce qu'en droit social, on peut faire quand même autre chose que du droit social, il y a autre chose qu'avocat, il y a d'autres possibilités. Pourquoi ce métier? Alors déjà, moi et ça fait partie un petit peu de mon ADN, je me suis placé un peu comme un futur chef d'entreprise. C'est-à-dire que le droit, c'est très vaste, les avocats, on est très nombreux en France, même à l'époque, moi je suis sorti sur le marché du travail en 93. Et je me suis dit, mais il faut bien trouver effectivement une matière différenciante. D'abord, une matière qui me plaît, le droit social me plaisait, mais surtout différenciant. À l'époque, il y avait très très peu d'avocats en droit social. Quand je suis rentré sur le marché du travail avec mon DEA et mon magistère de droit social, j'ai trouvé un boulot en une journée. Alors que c'était en 93,
on est dans une période où tout le monde galérait pour trouver de l'emploi, c'était juste après la guerre du Golfe. Ouais. Grave crise de l'emploi, mais en une journée, j'ai eu, je sais pas, 8 ou 9 offres de cabinets plus ou moins importants, etc. etc. Donc déjà, je voulais avoir cette démarche différenciante, me positionner sur une matière peu sollicitée, mais avec un potentiel très important. Donc, et en plus, la matière m'intéressait, plutôt assez vivant, moins conservateur que le droit civil ou le droit pénal ou le droit fiscal. Voilà, donc c'est vers cette matière-là que je me suis tourné. Ok, et donc du coup, ce jour-là où tu décides de rentrer sur le marché de l'emploi et que tu as 8 ou 9 offres, tu dois faire le choix d'un cabinet. Et quel cabinet tu choisis et pour quelle raison? Alors j'ai choisi un cabinet, j'aurais jamais dû y mettre les pieds en principe, compte tenu de, je dirais, de ce que je suis, plutôt très indépendant, plutôt un peu pirate sur les bords. Je vais dans le truc assez inouï, c'est Pricewaterhouse, la firme internationale. 43e étage, une tour à la Défense. Mais si, bon, j'ai ma femme qui m'a un peu poussé parce qu'on venait de se marier et puis on avait juste besoin d'un peu d'argent. C'était ça. Bon, évidemment, les salaires étaient très attractifs. J'étais je dirais, reçu par le patron de la firme, parce qu'on parlait de firme à l'époque. C'était surréaliste. Pour moi, c'était pas ça, je dirais, le cabinet d'avocat. D'ailleurs, quand je suis rentré dedans, personne ne plaidait à l'époque. C'était tous des anciens conseils juridiques qui sont devenus avocats. Personne. Alors, ce qui est assez marrant pour l'anecdote, c'est qu'on était au barreau des Hauts-de-Seine et il y avait très peu d'avocats de souche. Et de telle sorte que souvent, des fiscalistes ou d'un département corporate étaient commis d'office pour des gardes à vue. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un commissariat de police. Donc c'était assez drôle. Non, bonne école, mais je suis parti très très vite parce que ça ne correspondait pas je dirais, à la façon dont je concevais le métier d'avocat. Et puis j'étais trop indépendant pour rester dans des gros machins, des grosses machines comme ça. Mais c'est une très très bonne école en tout cas. Pourquoi une bonne école? T'as appris quoi? Une forme de rigueur, d'organisation? La rigueur et l'organisation, c'est vrai. Alors c'est peut-être des organisations très lourdes en termes de process. C'est un peu aux antipodes d'une TPE, mais de ce point de vue-là, en termes de rigueur de suivi, en termes de temps passé, par exemple, c'était assez innovant à l'époque de remplir des timesheets informatisés. Maintenant, ça fait rire tout le monde le fait. Quoique, il y a encore des gros cabinets qui le font à la mano. Voilà, donc c'est tout. Et puis, en termes de rigueur aussi intellectuelle, de mutualisation des savoir-faire entre les différents services, parce que le service corporate, le service fiscal, le service social, parfois on a des problématiques très transverses, donc c'était plutôt assez innovant de ce point de vue-là. Ok, donc tu te rends compte que finalement cette organisation-là, elle ne te ressemble pas, elle n'est pas faite pour toi, et donc tu pars, mais au bout de combien de temps et qu'est-ce que tu vas faire après? Alors au bout de, je crois, 2 ans, alors trop juste encore pour créer mon entreprise, bien que je tapais de la patte pour créer mon propre cabinet, trop juste, donc j'intègre un autre cabinet, un cabinet d'affaires plus modeste, mais un beau cabinet qui s'appelle Deprez, Dianguignot et Associés, qui est devenu aujourd'hui une très très belle affaire. Mais là aussi, mon désir d'indépendance fait que c'était juste un tremplin. Et c'est là que je suis passé. Juste après cette expérience-là, je m'en souviens, c'était la grève de 95. C'est bon, il faut que j'y aille. J'ai commencé dans mon salon avec un ordinateur, une imprimante, un fax. Voilà, c'est tout. Donc, bon, évidemment, je n'avais pas de charge de famille à l'époque, donc je pouvais y aller. C'était le moment ou jamais. Mais je ne te cache pas que j'avais un peu les pétoches, quoi. Ah bah bien sûr, parce que c'est vrai que le fantasme de l'entrepreneur, il fait rêver tout le monde, mais ils ne savent pas ce qui se passe le soir. Tout seul chez toi, c'est pas facile en tout cas. Non, je te garantis que Jérôme et moi, du coup Jérôme que tu connais, qui est mon associé, on a les mêmes frayeurs de temps à autre. Bon là ça va mieux en ce moment, mais au tout début c'était un petit peu compliqué. Ah ouais, Et alors du coup comment tu vas chercher tes premiers clients? Parce que tu pars de PwC, c'est quand même un petit peu compliqué de pouvoir chasser les clients de PwC, en tout cas je le suppose, tu me diras si c'est le cas. Après tu vas chez Deprez et après là tu te retrouves quand même tout seul, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles chercher tes clients pour pouvoir bouffer à la fin du mois. Exactement. Alors là j'ai eu une approche assez entrepreneuriale en tout cas. C'est de me dire, ok, on est 30 000 avocats à Paris, 60 000 en France, allez, on a un peu plus maintenant. J'ai pas de réseau, mon père n'est pas avocat, je suis pas fils à papa, bon, bref.
Et toujours cette nécessité de comment me différencier. J'ai une spécialité qui est effectivement recherchée, mais le problème c'est que je ne suis pas tout seul, personne ne m'a attendu. Et j'ai eu l'opportunité, parce que la vie n'est faite que d'opportunités, d'avoir une demande d'un prospect qui est une entreprise de travail temporaire assez importante à l'époque, et qui me demande tout sauf une prestation d'avocat, me dit écoute voilà, j'ai besoin que tu formes mes collaborateurs sur les problématiques de la législation de travail temporaire. Donc la formation, en plus sur une matière ou un environnement que je ne connais absolument pas. Quand tu as 25 ans, tu n'as pas le choix. J'y vais et d'abord, la formation, j'ai adoré. Parce que se retrouver devant des opérationnels qui posent des questions, mais alors, je dirais, extrêmement pragmatiques. Là, on n'est pas là. Ce n'est pas le DRH d'une entreprise de 440 qui vient te challenger sur une problématique juridique, il faut couper les cheveux en 20. C'est des opérationnels qui sont confrontés à la vie de tous les jours. Et qui ont besoin, pas que tu leur racontes le droit, c'est de leur dire, mais comment je peux effectivement gérer une situation en parfaite conformité avec le droit, avec des arbitrages à faire. Et là, ça m'a donné une idée. Ce secteur d'activité, travail temporaire, qui est passionnant parce que c'est extrêmement transverse, on touche à beaucoup de problématiques commerciales, sociales et autres. J'ai regardé, j'ai fait un benchmark, il n'y a personne sur le marché. C'est un marché qui pesait à l'époque 30 milliards, enfin 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc ce n'était pas un petit marché. Et il n'y a pas un avocat positionné comme étant le spécialiste de ce secteur d'activité. Je me dis, ok, c'est sympa, le problème c'est qu'à l'époque, on a une déontologie qui ne permettait pas de se faire connaître via la publicité. Donc il fallait que je trouve un autre canal et j'ai décidé de créer avec mon épouse, qui elle aussi est entrepreneuse un peu dans l'âme. Elle était dans une organisation patronale, elle s'emmerdait copieusement. J'ai dit écoute, voilà, on va créer un organisme de formation dédié aux juridiques dans le travail temporaire. Moi, ça va me permettre d'être la clé d'entrée chez des prospects. On a le droit de faire de la publicité quand tu es un organisme de formation sur des formations juridiques. Et ça a été ma clé d'entrée. À chaque client qui rentrait pour de la formation, c'était un client pour le cabinet. Et au fur et à mesure, on a effectivement alimenté ça. Et il y a 25 ans, quand j'ai commencé ça, tous mes confrères autour de moi me disaient « Mais attends, mais être formateur, c'est pas un métier d'avocat, c'est complètement crétin, c'est nul. Tu salis la robe. » Je salis la robe. Aujourd'hui, n'importe quel cabinet digne de ce nom a un organisme de formation. Aujourd'hui, et je ne le regrette absolument pas, d'abord, j'adore ça. Et puis surtout, ça permet aussi à un avocat et un juriste, quand on est confronté à des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, à avoir une approche beaucoup moins pompeuse que la posture de certains confrères. Les clients ne veulent pas entendre effectivement que le droit, c'est ça. C'est quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi. Et bien, quand tu n'es pas confronté à des hommes et des femmes de terrain par le biais de cette activité de formation, tu as toujours cette posture très pompeuse de l'avocat caricaturale qu'on peut entendre ici ou ailleurs. Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est un quart du chiffre d'affaires total de mes activités, donc ce n'est pas neutre. Et outre le fait que j'apprécie énormément ça, d'abord, ça me permet aussi d'assurer une veille en permanence de mes connaissances juridiques. Et puis de manière plus business, c'est beaucoup plus lucratif de faire une journée de formation à Quimper que d'aller plaider une journée complète au Puy-en-Velay. C'est aussi une réalité économique. Et puis ça permet aussi en tant qu'avocat de diversifier ses activités, d'offrir à ses clients autre chose que du conseil, que du judiciaire. C'est aussi, j'ai des besoins en continu, surtout en ce moment avec le confinement, la formation à distance, on n'a jamais explosé, on a fait exploser les compteurs, on a des demandes, en plus parfois des demandes très particulières. Avant c'était de la formation, une journée complète, etc. Maintenant c'est, j'aimerais former mes collaborateurs sur, écoute, pendant 2 heures, j'ai pas envie de les mobiliser et les faire déplacer, sur un point particulier de la législation. Il y a eu une jurisprudence qui a interpellé, enfin qui a un peu bousculé les choses.
Ben voilà, c'est des besoins nouveaux. Et donc voilà comment je me suis fait connaître en passant par la petite porte, par le biais effectivement de la formation professionnelle. Et c'est un levier qui était extrêmement intéressant. Puis en plus, ce que tu Tiens. dis pas, c'est que tu dis que ça représente un quart de ton chiffre d'affaires, mais que c'est finalement même pas un produit fini en tant que tel la formation. C'est-à-dire que l'objectif pour toi, c'est de faire le levier pour être un moyen d'acquisition client pour le cabinet. Et Et donc si on prend l'image globale du cabinet, ce que rapporte la formation comme moyen de pénétration marché, ça va être beaucoup plus important. Ah bah écoute, c'est pas compliqué. Comme tu le sais, avec ton associé Jérôme, on a fait cette démarche de savoir quels étaient les mécanismes d'acquisition client. C'est pas compliqué, c'est 75% des clients acquis par le cabinet passent par la formation. Je savais pas que je pouvais le dire. Je te le dis. Et donc, si ça peut donner quelques idées à des confrères, il faut se lancer. C'est simple de créer un organisme de formation, surtout maintenant, parce qu'il faut être certifié. Il y a des process. Tout s'apprend. C'est à la portée de tout le monde. Il y a des cabinets spécialisés pour l'accompagnement de créateurs d'organismes de formation, que ça soit internalisé à un cabinet d'avocats ou externalisé. Moi, j'ai choisi le choix de le faire externaliser à l'époque, puisqu'on n'avait pas le droit. Maintenant, un avocat peut faire de la formation professionnelle. Mais il y a 25 ans, on était encore au 19e siècle. Donc, d'où la création d'une structure juridiquement distincte. Très clair. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution de ton cabinet d'avocat? Parce qu'entre le gros organisme de formation qui représente 25% de ton chiffre d'affaires et qui apporte 75% de ton chiffre d'affaires à ton cabinet, et le moment où tu étais seul dans ton salon avec ton ordinateur et une imprimante, je pense qu'il y a un gap. Tout ne s'est pas fait en un jour. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes? Parce qu'en plus, aujourd'hui, tu ne travailles pas seul. Tu as des collaborateurs qui bossent avec toi, tu as des assistants. Donc explique-moi un petit peu l'évolution, à quel moment tu as décidé de les prendre, de les faire venir avec toi, quand est-ce que tu t'es dit il faut que j'embarque des gens? Alors, après, ça s'est fait naturellement. À partir du moment où tu as un volume d'affaires, tu as besoin effectivement de compétences. Donc si je dois faire un petit pitch de mon cabinet en 10 secondes, je suis une TPE, fier de l'être. Donc mon activité dominante, c'est le social. Clientèle B2B. Approche de niche, puisque 80% de mes clients, c'est du travail temporaire. Donc, c'était mon choix depuis le début, c'est de me positionner sur un marché de niche. Et je suis, en plus, 25 ans plus tard, je suis presque encore le seul sur le marché positionné comme ça. Donc, ma stratégie était gagnante. Et surtout, ce qui me caractérise, en tout cas, et ce qui a fait venir aussi pas mal de mes collaborateurs, c'est qu'on cherche à être un cabinet en innovation perpétuelle. C'est-à-dire l'innovation pas que technologique, y compris de l'innovation en termes de méthodologie de travail. On parlera tout à l'heure par exemple du legal design, qui devient un truc un peu à la mode, mais qui est une véritable révolution sur la façon dont on structure aussi la façon dont on véhicule le droit auprès de nos clients. Donc voilà, donc sur l'innovation perpétuelle, je suis obsédé par l'innovation. Je ne suis absolument pas geek, mais si on veut éviter de crever économiquement, notre profession est à un carrefour, comme tous les secteurs d'activité, l'innovation va nous permettre effectivement de survivre et voire même de surperformer après la période qu'on vient de connaître. Oui, tout à fait d'accord. Donc là, tu nous disais que tu étais encore un des seuls avocats, ou il y en a qui vont en avoir quelques autres, mais qui sont positionnés comme toi sur le droit social, travail temporaire, prêt de main-d'œuvre, etc. Aujourd'hui, comment tu fais justement pour aller chasser des clients qui répondent aux mêmes critères objectifs que ceux que tu as déjà en portefeuille? Alors, toujours par la formation. Okay. C'est parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont en permanence bousculés par le droit positif. Donc, ça peut être la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, la jurisprudence, les instructions ministérielles, les pratiques administratives. Il faut savoir que les activités de prêt de main-d'œuvre, ce n'est pas une activité anodine. Ça reste encore parfois pointé du doigt comme étant, je dirais, on a encore l'idée des marchands d'esclaves et autres, complètement à tort, mais c'est des activités qui sont extrêmement réglementées, pointées du doigt par l'administration en permanence. Et donc, la formation permet de dire à tous ces prospects, vous avez un praticien qui connaît parfaitement bien votre métier, parce que
c'est pas toujours simple d'avoir des clients qui disent « Moi, j'ai un avocat qui connaît parfaitement bien mon métier. Il connaît sa matière, très bien, on est tous d'excellents professionnels, mais être un très bon professionnel et en plus connaître parfaitement bien l'environnement et l'écosystème de son client, là, c'est là que tu fais la différence. » Et c'est comme ça que j'y vais petit à petit. Et je vais te donner une anecdote. La période de confinement a été pour moi révélateur. Enfin, ça m'a fait un gain de notoriété absolument considérable. Pourquoi ? On est le 16 ou le 17 mars. J'ai tous mes clients qui ont subi 80-90% de chute d'activité. Le travail temporaire est probablement un des 5 secteurs d'activité en France qui a connu une baisse aussi, c'était à la fin du monde. Moi, j'ai un de mes plus gros clients qui avait 50 000 salariés en équivalent temps plein en mission le 15 mars. Le 17 mars, il n'en avait plus que 3 000. C'est une vision de fin du monde. Et c'était ce qui se passait dans la profession du travail temporaire, comme dans d'autres secteurs d'activité. Bon. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Là, j'ai vu des gens presque pleurer. C'était la vie de leur entreprise, c'était leur outil de travail qui était en train de fondre comme neige au soleil. Mais surtout, c'est qu'il n'y avait personne qui pouvait répondre à leurs problématiques. Si, il y avait un syndicat, le syndicat de la profession, mais comme toutes ces organisations patronales, c'est très béni oui-oui, c'est très politiquement correct, ça ne fait pas... Bref, on n'apporte pas de solution opérationnelle. Ils font du lobby, c'est leur métier, mais pour répondre à des situations d'urgence comme ça, sans tomber dans le politiquement correct, il n'y a plus personne. Et là, j'ai décidé, avec mes confrères du cabinet, c'est d'offrir une newsletter dédiée à la crise sanitaire, gratuite, à toutes les entreprises de travail temporaire de France qui le souhaitaient. Alors, ça a été une expérience humaine absolument incroyable. Tous les matins, je me levais à 3 h du matin, parce que c'était l'heure à laquelle Légifrance sortait son journal officiel. Et je décryptais de 3 h à 5 h 30 tous les textes qui sortaient, parce que c'était tous les jours, il faut voir, en matière sociale. Dans les autres matières, c'était peut-être pas aussi évident, mais en social, c'était tous les jours, ça sortait. Et donc, décrypter pendant 2 h, 2 h 30, rédiger, et à 7 h 30, tout le monde recevait effectivement la newsletter. Et après, tous mes confrères du cabinet, mes collaborateurs, s'occupaient évidemment de toutes les questions qui étaient posées, etc. Alors en plus, je me suis aussi amusé parce que d'abord, on traitait de sujets extrêmement complexes, le contexte était grave, mais on a apporté une note d'humour. Et ça, les gens ont adoré. On s'est dit, voilà, puisqu'on est en guerre, d'après notre cher président de la République, eh bien, on a intitulé nos newsletters comme les épisodes de Star Wars. Donc, épisode 1, Star Wars, etc., etc. Bon, les gens ont apprécié, d'ailleurs. Je ne savais pas que tous mes clients adoraient Star Wars. Et puis surtout, c'est qu'on agrémentait, même sur des sujets très complexes, des notes d'humour. Par exemple, on n'avait de cesse de... je dirais, chatouiller un peu notre amie Muriel Pénicaud, qui était la ministre du Travail de l'époque, qui avait tendance, au lieu de légiférer par voie réglementaire, enfin légiférer ou, je dirais, établir des mesures réglementaires, avait cette sale habitude de mettre des fiches. Voilà. La fiche de Muriel Pénicaud, publiée sur le site internet, qui avait valeur législative. Enfin, je veux dire, tout le monde regardait les fiches. J'avais demandé à mon fils, écoute, j'en ai ras-le-bol, fais-moi une petite caricature de Muriel Pénicaud. Et à chaque fois qu'elle sortait une fiche, on dit la fiche de Mumu. Alors, et ça faisait rire tout le monde. Et je crois que les gens ont apprécié parce que tous les jours, à 7 h du matin, la première chose qu'ils avaient, c'est ma newsletter. Et en gros, c'était tout le mode opératoire, qu'est-ce que je dois faire? Quand je suis dans ce genre de situation, qu'est-ce que je dois faire? Et en plus, la veille, à chaque fois, réunion au cabinet, et là, ils ont été extraordinaires, tous mes collaborateurs, on faisait le point de toutes les questions que nos clients se sont posées et ont été confrontés pour alimenter. Ensuite, effectivement, notre newsletter du matin, ça a duré 2 mois comme ça. Je me suis dit, mais il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Mais c'était passionnant. Et le clap de fin, ça a été le déconfinement. Et là, on a annoncé la fin des épisodes Star Wars. On a fait mieux que Lucas. On en a fait, je ne sais pas combien, 52 ou 53.
On a fait des webinaires. Des webinaires, on était à 800, 900 personnes webinaires, à tel point que ma consultante en digital qui m'assistait m'a dit, écoute, vu le nombre d'inscrits, là, il faut que tu prennes un abonnement spécifique. Alors sur Zoom, c'est par tranche de 500. Écoute, il m'a dit, prends-en 1000, on ne sait jamais. Mais ça a été absolument incroyable. Et là, la notoriété, elle a explosé. Et là, pour le coup, ça a été un nouveau canal d'acquisition, comme quoi les autres, évidemment, contexte grave, hein, on en rigole comme ça, mais c'est un contexte grave, Bien sûr. mais ça crée des opportunités. C'est-à-dire que moi, je suis breton, et moi, c'est dans la tempête que je m'amuse. Et c'est dans la tempête qu'il y a effectivement des opportunités. Il y a des gens qui sont tétanisés devant la tempête, et d'autres, ça les motive. Je fais partie de ceux que ça motive. Alors, super intéressant, mais du coup, moi j'ai envie d'en savoir plus. C'est-à-dire que tu me parles de cette newsletter, et déjà, franchement, bravo, parce que se réveiller à 3h du mat pendant 2 mois, alors que tout le monde est en PLS dans toute la France et dans le monde entier. Je n'étais pas très frais. Hein. Tu gardes le cap pour conserver la métaphore du bateau ou du skipper que tu utilises dans la tempête. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais justement de ces newsletters et de ces webinaires après? Est-ce que tu as mesuré le taux de clients que ça t'a rapporté, ton taux de conversion, ton taux d'interaction? Est-ce que ça t'a rapporté de façon pécuniaire, entre guillemets, au-delà de la notoriété de la marque? Oui, parce que pour le coup, de manière assez naturelle, là, pour le coup, c'est le chef d'entreprise qui revient. J'ai filé un coup de main à mes clients et puis même plus au-delà des gens que je connaissais absolument pas. D'ailleurs, ils me l'ont très bien rendu. Hein. J'ai eu des torrents de félicitations, de remerciements, y compris à mes équipes aussi, qui étaient là, et je les en remercie d'ailleurs. Je leur dis, voilà, maintenant, je propose une newsletter. Ça fait des années que je propose une newsletter. Maintenant, il y a un prix à payer. Les gens sont surtout s'inscrits. Donc, j'ai vu effectivement mon centre de profit qui s'appelle Lettres d'information juridique grimper, exploser. Et ça crée vraiment un courant de proximité avec les clients, parce que quand ils reçoivent la newsletter, ça suscite des questions et donc ça alimente aussi du conseil. Ça aussi permet à nos clients de mieux connaître aussi nos domaines de compétences. On verra aussi que j'ai utilisé d'autres outils pour connaître mes domaines de compétences. Mais voilà, donc ça, grâce au travail là aussi fait avec Jérôme, ton associé, tout ce travail d'acquisition, on a pu mesurer exactement toutes ces campagnes, cette campagne qu'on a appelée campagne Covid ou campagne épisode Star Wars, ce qu'on veut, ce que ça a pu générer effectivement comme acquisition de nouveaux clients, ou parmi nos clients existants, de nouveaux besoins. Ok, donc du coup tu me parlais d'autres outils que tu utilises, la main est à toi. Quels sont les autres outils que tu utilises pour ça? Alors, moi mon obsession c'est je dirais comment se différencier toujours. Je suis tout petit, à Paris, 30 000 confrères à Paris intramuros, 70 000 en France. Comment se différencier? Moi, au sein du cabinet, on a développé deux compétences particulières en dehors du droit du travail classique. C'est les contrôles URSSAF et la gestion des accidents de travail et maladies professionnelles. Contrôle URSSAF, on est très peu nombreux en France, à part de très très gros cabinets d'affaires, mais parmi des petits cabinets comme moi, on les compte sur le doigt de la main. Et sur les accidents de travail et maladies professionnelles, il y a aussi quelques beaux cabinets, comme le cabinet Ledoux, qui est un des précurseurs dans ce domaine. Mais voilà. Et comment se faire connaître? Parce que de manière très traditionnelle, moi, les choses très traditionnelles, ça m'emmerde. J'aurais pu faire du marketing classique à la papa, etc. Mais j'ai rencontré, parce que la vie n'est fait que de rencontres, donc une femme spécialisée dans la transformation digitale. C'est d'accompagner les patrons de TPE dans la transformation digitale. Et elle m'a donné une idée. Elle m'a dit, toi qui aimes bien la formation, pourquoi tu ne créerais pas un MOOC? Alors, le MOOC, c'est de la formation à distance qui a été créée aux États-Unis. Et parce que se faire connaître sur le contrôle URSSAF, pas simple. Faire un MOOC sur un contrôle URSSAF, on ne peut pas dire que la matière soit hyper sexy et attractive. Donc il a fallu effectivement, d'abord, c'est là que j'ai commencé à faire ma mue digitale, parce que rentrer
Faire un MOOC, c'est pas simplement une caméra, c'est faire un script, d'aller devant une caméra avec un prompteur, il faut faire du storytelling, il faut une ligne rouge, enfin bref, c'est là que j'ai découvert le digital. Et après aussi, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, etc. Bon, maintenant ça peut paraître simple, mais à l'époque, ça l'est toujours pas. Oui, une bonne utilisation, c'est toujours complexe. Un peu l'homme de Cro-Magnon à l'époque. Et toujours avec ce côté un peu décalé, parce que je pense qu'il faut désacraliser l'image très pompeuse de l'avocat. Alors, en plus de surcroît, avocat parisien, là c'est le pire, c'est un facteur aggravant. Sans tomber dans la caricature, toujours trouver ce juste milieu entre être sérieux, parce qu'on est des gens sérieux, mais il faut être un peu décalé, en tout cas c'est mon sentiment. Et je me souviens, j'ai fait mon teaser pour faire la promotion du MOOC, et j'ai fait une petite allusion au sketch des inconnus, Urssaf, Cancras et Carbonate. Bon. 15 jours plus tard, j'étais en contrôle Urssaf. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est pour l'anecdote, mais je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier. Ton cabinet était en contrôle Urssaf. Ah, j'étais 15 jours après mon teaser, contrôle Urssaf. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas. Bon, bref, et donc là, le gain de notoriété incroyable, parce que les gens ont pu. Alors, c'est aussi pour les avocats. Je peux te dire que ça a été aussi une transformation énorme, parce que on est dans la culture, on est dans un métier où c'est ce qui prédomine, c'est le secret. Je garde mon savoir-faire. Je ne vais pas donner sur la place publique mon savoir-faire, c'est impensable. Mais là, quand tu fais un MOOC, tu es obligé de donner ton savoir-faire. Un petit peu, pas trop évidemment, mais suffisamment pour que tu sois crédible et que les gens apprennent aussi comment te positionner par rapport à un contrôleur, ça, leur donner quelques astuces pour faire tomber un contrôleur, ça, etc. C'était déjà une révolution déjà pour moi. Pour moi, c'était pas possible. Bon. Et là, j'ai découvert, en fin de compte, certes, j'ai gagné des nouveaux clients, mais c'est pas là le plus gros. Le plus gros, c'est parmi ma clientèle. Ils ignoraient complètement que j'étais spécialisé, enfin, j'avais comme spécialité l'assistant dans les contrôles URSSAF. Et là, on a vu, mais alors, en l'espace d'un an, l'impact de cette campagne. Et encore aujourd'hui, il y a même, encore pas plus tard que la semaine dernière, la DRH qui m'a dit « Est-ce que votre MOOC URSSAF est toujours en ligne ?» J'ai dit « Non, malheureusement, il y a eu quelques petites réformes entre-temps procédurales. » Et on a réitéré, on a remis le couvert avec les accidents de travail, maladies professionnelles. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec mes équipes. Je les ai embarqués, ça a été une aventure humaine incroyable. Ils ont flippé aussi parce que on a beau être des hommes et des femmes je veux dire, qui ont l'habitude de parler en public, mais parler devant une caméra, devant un prompteur, faire un script, il y en a même certains qui ont dit je pourrais ne pas le faire. Non, fais-le, c'est extraordinaire. C'est une belle opportunité. Super opportunité. Et on s'est tous éclatés. Alors toujours avec ce côté décalé, on a fait introduire, parce que les accidents de travail, maladies professionnelles, là aussi, c'est pas des matières, on fait pas grimper les gens au rideau avec ça. Et on avait mis dans notre storytelling, on avait mis un petit personnage qui s'appelle Monsieur Jean Neymar, alors Neymar en référence au footballeur, qui se blesse, et donc tout le parcours effectivement de sa blessure qui permet de faire un lien avec tout le processus, je dirais, de la déclaration d'accident de travail à la contestation. Là aussi, on a un gain de notoriété parmi nos clients. Très peu de nouveaux clients en fin de compte. C'est là aussi, peut-être aussi un message à mes confrères. Parfois, ça ne sert à rien d'aller acquérir des nouveaux clients. C'est peut-être chez nos clients qu'on a les ressources, les pépites, mais parce qu'on ne s'est pas fait connaître là-dessus. Et donc, ces deux moyens innovants. Aujourd'hui, mon MOOC ATMP, l'accident de travail maladie professionnelle, est toujours en ligne. Donc, dès que j'ai un client que je veux sensibiliser et l'amener vers effectivement le cabinet pour qu'on traite ces sujets-là, je le mets entre les mains un MOOC. C'est un moyen assez innovant. C'est un investissement humain et financier. Ça t'a coûté combien à peu près ce MOOC-là en termes de temps et d'argent? Alors, en gros, argent, 20 000 à peu près 20K euros. En temps, c'est à peu près, tout cumulé, c'est un mois de travail.
D'accord. Mais alors, le retour sur investissement, hein, le ROI comme on dit, il est exponentiel. Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas compliqué d'être un cabinet en droit du travail qui s'occupe uniquement du travail temporaire? Je m'explique. Est-ce que tu penses que la vente additionnelle ou la vente croisée pourrait être plus importante si tu avais soit un cabinet partenaire qui traitait par exemple du corpo avec toi, soit avoir un département en interne qui pouvait répondre justement à des problématiques connexes que peuvent rencontrer les entreprises qui proposent ce travail temporaire? Alors, la question, je me la suis posée. Aujourd'hui, j'ai 2 partenaires principaux. Un expert comptable qui est spécialisé en travail temporaire. C'est à peu près l'équivalent de Le Faucheur, mais chez les experts comptables. Et j'ai un confrère à Bordeaux, que tu connais aussi. Ronan Lemoine, Voilà, et Ronan Caroline Lemoine, Prunière. Eximor, qui s'occupe de la partie fiscale et corporate, puisqu'on commence à bien connaître le travail temporaire également. Et je préfère rester dans des logiques de partenariat, plutôt que dans des logiques d'association. Peut-être que les choses peuvent évoluer, après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les clients s'en accommodent très bien. La semaine dernière, on a eu l'occasion de faire des Zooms, enfin des visioconférences à plusieurs avec nos clients en commun, hein, puisque et ça n'empêche pas qu'on soit associé ou partenaire. Le client, lui, il a 2 professionnels qu'il connaît bien, dont il a la certitude que le professionnel connaît bien son environnement et qu'il soit bien évidemment compétent en la matière. Très clair. Aujourd'hui, tu as des équipes, Vincent, en interne. Et j'aimerais savoir quelle est ta politique par rapport à ces équipes. Comment tu fais pour que tes collaborateurs soient contents de venir travailler? Comment tu fais pour qu'ils montent en compétences? Et comment tu fais pour qu'un jour, ils viennent te taper dans la main et te dire non, on est sur un pied d'égalité, on fonctionne ensemble et on avance ensemble par rapport à l'association potentielle? Exactement. Alors d'abord, moi, j'ai souhaité à ce que mes collaborateurs puissent toucher à toutes les matières du droit social. Parce que qui dit droit social, automatiquement, tu interroges 80% des gens, c'est le droit du travail. Mais le droit du travail, ce n'est qu'un des segments du droit social. URSSAF, je demande à ce que, et j'ai fait monter en compétence mes collaborateurs, j'ai un collaborateur senior qui s'appelle Geoffroy, qui a acquis un véritable savoir-faire en contrôle URSSAF et qui forme les autres collaborateurs, donc tout le monde fait du contrôle URSSAF. Accident de travail, maladie professionnelle, qui est aussi un autre pan. J'ai Marion, une avocate senior, et un autre avocat, Nicolas, qui sont vraiment, je dirais, très attirés par cette matière-là et qui forment les autres membres de l'équipe. Bref, l'idée, c'est le matin, je peux faire une rupture conventionnelle. En fin de matinée, je peux mettre en place des élections professionnelles. En début d'après-midi, de m'occuper de la gestion d'un contrôle URSSAF. Et puis, en fin de journée, je peux clôturer ma journée en traitant un sujet d'accident de travail, maladie professionnelle. Ce qui, dans une TPE, un petit cabinet, je crois que ça n'existe presque pas. Tu prends l'exemple des grands confrères, des grands cabinets, chez Fidal par exemple, le numéro 1 français, ils ont un département ATMP, ils ont un département URSSAF, ils ont un département relations individuelles du travail, ils ont un département, mais chaque collaborateur n'a pas la possibilité effectivement d'aller toucher d'autres matières. Ici, je veux que ce soit des généralistes du droit social, dans le domaine du conseil et judiciaire et sur tous ces segments du droit social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de les monter en compétences, et ça n'a pas été simple, je leur ai dit, écoutez, je veux que vous soyez des avocats augmentés. Alors, c'est un terme qui a été très vulgarisé, très galvaudé, etc. Moi, je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué, on traverse une mutation technologique, numérique, digitale, qui, si on n'y prend pas garde, va nous faire crever économiquement parlant. Il y a les legal tech qui sont là, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, un avocat augmenté ici dans le cabinet, c'est un avocat qui dispose, parce que la structure, elle est quand même un peu bizarroïde, 5 avocats, une assistante. D'habitude, les ratios sont plutôt différents, hein. Il y a une assistante pour 2 ou 3 avocats. Bah.
L'avocat augmenté, il a à sa disposition des outils numériques qui lui permettent d'envoyer à distance du courrier. On ne va plus à la poste, ou quasiment plus. Il poste sur une plateforme le courrier, ça dure 3 secondes. Pour la gestion de ses déplacements, parce que 80% de nos audiences sont en province, eh bien, au lieu d'aller solliciter une assistante extrêmement chronophage qui va solliciter une agence de voyage, il a une plateforme où tu vas à la Quimper, en 2 clics, ça te prend 2 minutes, tu loues le train, voiture de location et l'hôtel. Et tu es totalement libre, tu choisis tes horaires, machin, etc. Tu veux chercher un postulant au Puy-en-Velay, tu as une plateforme pour chercher un postulant. Inutile d'aller mobiliser une secrétaire, ça va lui prendre la matinée, etc. complète. On a aussi acquis une Legal Tech qui a été créée par un confrère, ou un confrère d'ailleurs, qui permet de créer des robots pour la création d'actes juridiques et de conclusions, donc pour avoir un gain de productivité, pour aller plus vite et surtout pour aussi monter en compétence tout le monde, parce que grâce à la création de ces robots faits par les avocats du cabinet, quand tu veux confier à un jeune collaborateur un dossier sur un sujet nouveau, grâce à ces robots, il suit tout le processus, toutes les questions qu'il faut se poser quand on construit des conclusions. Et c'est comme ça qu'on le fait monter en compétence et après on lui explique derrière. Et puis surtout, c'est que nous a fait 10 ans qu'on est sur le cloud, de telle sorte que j'ai beaucoup de demandes de télétravail, ce qui était impensable dans les cabinets d'avocats bien avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, grâce au cloud, au mode SaaS, on peut travailler de n'importe quel endroit et ça ne pose absolument aucune difficulté. On a aussi une plateforme qui nous permet de collaborer avec nos clients sur la gestion des ATMP. Et puis enfin, donc là, on appelle ça, pour moi, c'est pas galvauder un avocat augmenté, il est totalement autonome. La secrétaire, elle sert à autre chose que d'aller coller des timbres et d'aller faire des photocopies. Parce que pour moi, c'est fini tout ça. Je caricature volontairement, mais moi j'ai connu ça. La secrétaire qui vient mettre les pots, dans le pot à crayons, les crayons et puis les trombones de chaque avocat, enfin c'est fini tout ça. Et puis la dernière acquisition, innovation, qui n'est pas forcément une innovation technologique, c'est le legal design. Moi je leur ai dit, j'en ai ras-le-bol d'avoir des consultations qui font 40 pages, où le client ne comprend rien, où le client n'a la solution qu'au bout de la 40e page. D'ailleurs, moi en tant qu'utilisateur, j'ai sollicité un de mes confrères fiscalistes sur une problématique personnelle. Et là, j'ai eu la nausée quand j'ai reçu sa consultation. Elle est parfaite techniquement. Mais j'ai dû attendre la 10e page pour avoir effectivement la solution. Et ça, c'est plus possible. Je pense que l'avocat doit, dans la façon dont il va rédiger ses consultations, parce que le legal design, ce n'est pas que des petits dessins. D'ailleurs, nous on n'a aucun visuel sur nos legal design. Pour moi, le visuel, c'est franchement, c'est très accessoire. C'est parler en langage clair, ça ne veut pas dire vulgariser, parce que quand on dit legal design égale tu vulgarises les choses. C'est structurer ses consultations pour faire en sorte que le client, lui, voit tout de suite la solution. Et ça veut dire que sur un autre niveau, nous plaçons effectivement toute notre argumentation. Mais ça, c'est du détail technique. S'il n'a pas envie d'aller voir le détail technique, il n'y va pas. Mais par contre, nous, en termes de responsabilité, on est obligé de mettre le détail technique. Mais par contre, on va mettre en exergue la solution. Et alors du coup, comment tu les matérialises comme ça? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que nous non plus, on n'est pas fan des dessins, du design à outrance qui finalement chasse le fond et qui prend beaucoup de temps. Mais nous, on est très fan de ce qu'on appelle, alors on n'appelle pas ça du legal design, mais on appelle ça de la modélisation de solutions. Où finalement, sur une page A4 qu'on colle devant des conclusions, c'est ce qu'on fait chez certains avocats, en fait derrière le client il reçoit ça et il voit ce qui va se passer, quelle est sa solution, et derrière il a le numéro des pages pour aller voir pourquoi on dit ça. Oui, exactement. Alors ça aussi on le fait, par exemple quand on veut décrire un processus de mise en place des élections professionnelles ou d'un processus de licenciement. Il n'y a rien de plus insupportable de mettre en pièce jointe d'un mail d'accompagnement, pièce 1, 2, 3, ça donne la nausée, quoi. Tu as un schéma où effectivement tu donnes tout le processus chronologique d'une opération.
Et pour chaque étape, tu as un lien. Et il clique sur le lien pour avoir la pièce en question. Donc ça n'alourdit pas le document. Et où il va avoir un lien pour avoir l'explication, le détail. Voilà, ça c'est aussi. Et là, on est en train d'innover complètement. En termes de legal design, je pense que ça ne s'est pas fait ou pas fait de manière, c'est pour les conclusions. Parce qu'on parle beaucoup d'actes, on parle de consultation, mais on ne parle pas de conclusion. Parce qu'on dit, mais oui, mais ton client, c'est ton client. Faire des legal design, une approche de thinking design pour des conclusions, qu'est-ce que tu en as à faire? Ben, je dis non, mon client, c'est le juge. Il en a marre, le juge, de se taper 40 pages de conclusions en fait, en droit, où on cite de la jurisprudence à gogo, mais nous les premiers, ils en ont, mais je me mets à leur place, ils en ont ras-le-bol. Eh bien, on est en train, effectivement, là, c'est pas simple, hein, de dire que notre client dans l'histoire, c'est le juge. Et on a tenté de faire une fiche de synthèse où il a, sur la colonne de gauche, les arguments qu'on a reformulés de la partie adverse, et la colonne de droite, pour chaque argument de la partie adverse, nos arguments. Et je mettrai ma main coupée que demain. Le client, s'il est convaincu par la thèse développée par notre cabinet, par exemple, sur un dossier, il ne fera que du copier-coller dans sa décision de notre synthèse, de nos arguments comme ça. Le juge. Le juge, je parle du juge. Et je pense que là, pour le coup, il faut penser au juge. Se taper des conclusions en permanence, c'est insupportable. C'est insupportable. De même que je parle des plaidoiries qui durent 3 heures pour des dossiers qui n'en méritent pas, ils en ont ras-le-bol. Ils préfèrent effectivement des choses extrêmement synthétiques, ils savent lire, et c'est compliqué. Je pense qu'il faut quand même revoir un peu de fond en comble la façon dont on exerce notre profession. Il ne faut pas la vulgariser, il faut, je dirais, avoir une approche utilisateur. Et on n'a pas été formé pour ça. Dans les écoles de barreau, l'utilisateur, on s'en fout. Et ça, c'est une énorme connerie. Parce que les legal tech, ils ont tout compris. Eux, tout est tourné vers l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va apporter de plus que les legal tech? Qu'est-ce qui va nous différencier des legal tech? Parce que maintenant, tu peux pour 30 balles, avoir la rédaction d'un contrat de travail, une lettre de licenciement par une plateforme. Qu'est-ce que l'avocat va apporter de plus qu'une legal tech? Il faut apporter autre chose. Et des choses complémentaires qu'une legal tech ne pourra pas apporter. Oui, tout à fait d'accord. Et pour revenir à ce que tu disais sur le legal design, nous on est persuadé qu'à partir du moment où tu vas augmenter l'expérience du client que tu vas pouvoir avoir, ou en tout cas du prospect, que tu vas pouvoir lui donner de la prévisibilité, non pas seulement par rapport aux honoraires qu'il va devoir payer, mais par rapport à l'opération que tu vas réaliser pour lui, derrière tu vas avoir un gain de temps et un gain de satisfaction qui va être énorme. Parce que si le client il sait que dans 1 mois et demi, finalement c'est booké, qu'il va passer par 8 étapes et qu'à chaque fois en fait, il est au courant des étapes sur lesquelles on est sur son dossier, il ne t'appelle plus. Bien sûr. Il te laisse tranquille, il est satisfait, il voit ce que tu fais. Et derrière, tu passes que du temps à valeur ajoutée avec ce client-là et pas du temps néfaste où moi je vois ma mère qui fait souvent ça, où elle fait la psychiatre au téléphone. Où tu as des gens qui appellent pour des divorces, elle est tout le temps en train d'être au téléphone, etc. Je lui dis, mais explique-leur comment ça se passe. C'est pas compliqué. Et finalement, les plus coordonnés sont les plus mal chaussés, ce qu'on fait pour nos clients, on ne le fait pas pour ma mère. Mais voilà. Ok Vincent, c'est quoi les prochaines étapes pour ton cabinet? Tu as dit que tu avais fait des newsletters qui étaient incroyables pendant le Covid, tu as fait beaucoup de webinaires sur lesquels tu as réussi à avoir jusqu'à 800 personnes, tu as mis en ligne des MOOC relatifs à l'URSSAF, tu l'as dernièrement fait sur les ATMP. C'est quoi la prochaine innovation du cabinet VLF? Alors, écoute, ma prochaine ambition, ça serait éventuellement créer une legal tech. Tourner vers, par exemple, pour les contrôles URSSAF. Le contrôle URSSAF, l'avocat, si tant est qu'un avocat intervienne, il intervient toujours lorsque les carottes sont cuites, quand il faut sortir le fusil devant le tribunal. Je trouve que c'est une énorme connerie. Il faut faire participer l'avocat, en tout cas maintenant on est clairement identifié par nos clients comme étant des partenaires qui peuvent intervenir. C'est dès le début des opérations de contrôle. Tu reçois l'avis de contrôle, coucou, je vais passer là, vous contrôlez. Généralement, le réflexe qu'ont les clients, c'est qu'ils les appellent l'expert comptable.
Très bien. Mais maintenant, ils appellent nous. Et on veut créer une plateforme collaborative du début du process de l'opération de contrôle jusqu'au contentieux, où on va mettre dans la boucle aussi l'expert comptable qui est un partenaire et pas qu'un concurrent. On a marre de cette guéguerre à 2 balles avec les experts comptables. Où effectivement, le client, il va sur cette plateforme mettre toutes les informations que l'inspecteur lui demande. Nous, on va mettre sur cette plateforme les commentaires. Et il y a une frise chronologique où on sait exactement à quelle étape on se situe et quels sont les deadlines pour pouvoir saisir la commission de recours amiable, le tribunal, etc., etc., etc. Et je pourrais même décliner cette plateforme collaborative dans la gestion des contentieux. Parce que quand un client qui confie à un cabinet 50, 100 contentieux par an, il ne sait plus où il en est. On est à quel stade, cher maître? J'aimerais avoir sur ma plateforme, avoir tel dossier, la frise chronologique. Tiens, il y a une audience de mise en état à telle date. Il y a une date pour les conclusions de la partie adverse. D'un point de vue visuel, le client doit avoir immédiatement ça. Et puis, s'il veut mettre des pièces, il le met les pièces directement sur un espace effectivement commun. Bon, il y a, je ne vais pas renverser la table là-dessus, mais je pense qu'on a besoin d'améliorer nos relations avec nos clients. Passer par des mails, parce que quand tu demandes à des clients des pièces, ça passe par des mails, tu as 30 mails, c'est absolument insupportable. Le client par du Typeform. Nous, on oui, fonctionne que par du Typeform. Derrière, on upload les pièces et on n'a jamais des mails qui sont. Mais bien sûr. Et cette plateforme collaborative, nous on le fait avec un partenaire sur la plateforme collaborative des ATMP. C'est-à-dire que le client, lui, il prépare sa déclaration d'accident de travail sur la plateforme. Il a un brouillon, il a un doute. Il appuie sur un bouton, il y a une notification en disant « Help, je veux l'aide d'un avocat ». L'avocat, il intervient sur la plateforme, il corrige la déclaration d'accident de travail et ensuite le client appuie sur le bouton, il l'envoie à Net Entreprise, donc je dirais la caisse prévention maladie, y compris pour les questionnaires. On veut faire la même chose pour effectivement les contrôles URSSAF et voire même effectivement la gestion des contentieux en général. Très smart. Bon, et dans ton cabinet, dans 5 ans, tu te vois encore seul associé? Est-ce que tu te vois associer des gens, te rapprocher d'autres cabinets d'avocats? Alors, d'abord, j'ai connu une association qui ne s'est pas très bien finie, comme pas mal de divorces, même si je ne regrette pas. Mon ancien associé avait ses qualités aussi, mais on avait une divergence à un moment donné, et je m'étais juré de jamais de m'associer, me réassocier à nouveau. Pourtant, aujourd'hui, je constate que j'ai plus de turnover, j'ai des collaborateurs, je dirais même des partenaires, qui sont extrêmement fidèles. Et que si je veux conserver peut-être ces compétences, il y a peut-être à un moment donné, il faudra peut-être envisager, je dirais, un partenariat plus étroit, qui peut passer par une association, même si je m'étais juré de ne plus le faire, mais il y a un moment donné, j'ai pas envie d'arriver à 68 balais à la liquidation de ma retraite et me retrouver seul avec un outil de travail que je n'aurais pas pu effectivement vendre ou faire partager avec des gens qui m'ont accompagné, parce que si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. Me lever à 3h30 du matin faire ma newsletter, c'est parce que aussi en amont, il y avait du travail qui a été fait aussi par eux la veille lors de nos conférences, nos visios du soir, etc. Donc, mais j'envisage pas de créer une structure avec 50 15 000 associés, ça ne m'intéresse pas. Je reste et je souhaite rester une TPE. J'ai une ADN de TPE et je veux rester ce cabinet de niche, mais hyper innovant. Et l'innovation n'est pas réservée qu'aux gros cabinets ou aux grosses structures. Au contraire, ils ont aussi leurs travers. C'est des grosses machines. Alors par contre, quand c'est lancé, c'est lancé. Ils ont des moyens. Mais ça part doucement, quoi. Mais ça part doucement. C'est très diesel. TPE, le patron de TPE, moi on me propose une solution logicielle, moi si elle me plaît, je pose 2-3 questions, ça correspond à ce que je veux, le soir même le devis est signé, le lendemain c'est mis en place. Alors que dans des grosses structures, ça passe par le board, il y a des associés qui vont dire mais non on n'a pas besoin, etc. Ben voilà, je veux rester une TPE. Vincent, un petit mot de la fin? Moi j'aimerais peut-être aussi
donner un message à mes confrères, parce que je constate quand même que, surtout en province, mais même aussi à Paris, que beaucoup de confrères souffrent de cette crise. Mais la crise n'est qu'un accélérateur d'un processus de mutation de notre profession. Et je pense que les instances ordinales, je ne vais pas être politiquement correct, ont été absolument en dessous de tout sur ça. Hein. Ils n'ont pas été au rendez-vous de la transformation digitale de notre profession. Ça, c'est dommage. Et j'aimerais dire à mes confrères que si on ne veut pas mourir économiquement, il faut mener cette transformation digitale. Et il n'y a pas besoin de s'appeler Fidal ou Bird & Bird ou Price ou machin pour faire sa transformation digitale. Je suis à la tête d'un cabinet de 6 personnes avec une assistante. J'ai réussi ma mue digitale. Je suis peut-être probablement plus digitalisé que la moyenne. Et c'est ça que j'aimerais effectivement dire à mes confrères. Parce que nos camarades experts comptables qu'on voit comme des concurrents, eux aussi, ils ont le feu au lac. Hein. Il y aura du sang sur les murs. Mais j'ai l'impression que les instances ordinales les font bouger un peu plus. Je dis c'est maintenant ou jamais. Le Covid n'est que le signal d'alarme avant que ça soit trop tard. Voilà ce que je voulais effectivement donner comme message, que j'aime bien faire partager effectivement je pense que ces choses-là. Tu l'as bien fait et en plus tu as mis beaucoup en avant tes équipes et moi ça me touche beaucoup et je trouve ça vraiment très très bien parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, il y a des associés qui conservent la gloire pour eux et toi je trouve que tu rends à César ce qui appartient à César tout en conservant bien sûr le côté novateur que tu peux avoir. Je vais quand même dire quelque chose parce que je suis d'accord avec toi, le digital c'est important mais le digital c'est pas la première étape. C'est-à-dire que l'outil ou la transformation digitale n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif. Il faut déjà définir son objectif avant de passer par son outil ou sa mue digitale. Parce que si on se transforme pour se transformer, en fait, on sera toujours aussi perdu et en plus, on aura dépensé plein de cash et on ne saura pas l'utiliser. Exactement, ça je suis d'accord avec toi. Ce n'est qu'un outil. Hein. Il faut fixer son objectif et on trouve l'outil en face. Et on est tout à fait d'accord. Vincent, je te remercie pour ce rendez-vous. C'était un excellent podcast et je te souhaite une très belle journée et à très vite. Merci Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.